Guérin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. La répartition des tâches ménagères, les filles en font plus que les garçons à la maison, selon une étude de l'INED, l'Institut national d'études démographiques. C'est quoi en faire plus dans une maison? C'est mettre ou débarrasser la table, s'occuper pourquoi pas des animaux. J'ai envie de dire qu'on se doutait qu'effectivement, les filles, alors je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs vous avez peut-être une raison, pourquoi les filles débarrassent plus la table que les garçons? Ce qui est intéressant, en effet, ça vient confirmer l'idée qu'on pouvait s'en faire, et puis l'histoire quand même, l'histoire culturelle, on pourrait dire. Ça vient aussi montrer que, ok, elles en font plus, mais l'écart est pas non plus énorme. C'est-à-dire que on peut aussi regarder les choses un petit peu autrement, en disant oui, les enfants, parce que c'est les 10-11 ans, participent aussi. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que là aussi, globalement, dans 90% des cas, les enfants mettent le couvert, débarrassent le couvert. Un certain nombre vont s'occuper des animaux quand il y a des animaux. Il y a à peu près 3 familles sur 4 où il y a des animaux à la maison. Voilà. Et puis, par exemple, c'est les garçons qui s'occupent des poubelles. Donc, on voit bien que de ce côté-là, c'est assez typé quand même. C'est assez amusant de ce point de vue-là. Globalement, ça reproduit des schémas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que même, parce qu'ils ont fait un travail assez intéressant en regardant un petit peu dans les familles, est-ce que parfois les pères s'occupent plus des choses? Est-ce que ça a un effet sur les enfants? Pas spécialement, par exemple. On voit que finalement, ça reste assez ancré. Alors on peut dire c'est ancré pour des raisons culturelles. Évidemment, ça joue très fortement. Il y a aussi sans doute des représentations, des imaginaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir envie, vous savez, je crois que le mot à la mode, c'est déconstruire. On peut vouloir comme ça, à toute force, déconstruire les gens, mais à un moment donné, il y a des réalités aussi qui se retrouvent. Donc c'est aussi intéressant de voir que les mentalités évoluent beaucoup moins vite que les discours, que parfois même les ordres. Il peut y avoir comme ça un côté assez parfois un petit peu un carcan un peu violent. Finalement, les gens continuent de faire un petit peu comme ils ont toujours fait. Mais on voit aussi quand même que les enfants, garçons, le jeu, c'est plutôt au moment de l'adolescence, où là, ça se complique beaucoup. Mais au moment, les enfants, globalement, pour la table, contribuent assez globalement. Puis le linge, des choses comme ça, ça va être plus les filles, en effet, de manière assez différenciée. Et alors, on remarque aussi des choses qui peuvent étonner ou pas. D'ailleurs, les filles d'agriculteurs et d'ouvriers participent plus à l'entretien du foyer. Alors donc, dans les catégories populaires, ce que je comprends, c'est que les filles aident plus, participent plus que dans les milieux bourgeois. Alors là, on arrive sur une image un peu caricaturale où on va dire, bah oui, c'est les petites princesses dans les familles bourgeoises, et puis les familles populaires, elles vont effectivement au charbon, si vous me permettez cette expression. Oui, alors ce qu'on voit aussi, c'est que l'égalité ou le rapprochement filles-garçons se manifeste plus dans les classes les plus favorisées. Parce que sans doute, il y a un parcours intellectuel plus puissant autour de ça. Donc on voit aussi que toutes ces choses-là restent et qu'évidemment, la question sociale, elle reste absolument majoritaire. On remarquera aussi que dans les familles aisées, une grande partie du boulot est fait par des extérieurs, qui sont d'ailleurs très souvent des femmes. Donc voilà, on voit aussi que je suis une petite fille de 10 ans, mais finalement, je laisse la dame s'en occuper à ma place. Vous voyez, donc là, de ce côté-là, on est moins gêné que ce soit femme ou homme. Vous voyez, donc il y a aussi ça. Quand on a les moyens, on fait faire par d'autres beaucoup de choses. Et du coup, on garde des choses qui seraient plus valorisantes, ou ainsi de suite. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Bon, la société française, elle change. Vous la regardez, votre métier, c'est de la voir changer sous vos yeux en permanence. Qu'est-ce qui a le plus changé finalement depuis 50 ans dans la famille française? C'est précisément qu'elle est divorcée aujourd'hui, alors qu'elle ne l'était pas en 1974. Moi, je suis de 64. En 74, dans ma classe, il y a 1 ou 2 enfants, je crois, qui sont séparés. Je crois qu'il n'y en avait qu'un, pour tout vous dire, et c'était un drame, et on se disait, j'espère que ça ne nous arrivera pas à nous. Et on était triste pour lui. Je me souviens encore de son prénom. Bon, aujourd'hui, dans une classe, la majorité des enfants d'une classe, donc la moitié 12, au moins. 12-13 ans, je ne parle pas quand les enfants ont 5 ans. En fait, j'ai l'impression que tout le monde, ou beaucoup, ont la même histoire. On se marie, on se rencontre entre 25 et 30. On fait des enfants entre 30 et 35. Et puis après, tout le monde va retrouver sa liberté vers 40 ou peut-être un peu avant, à grands traits. Est-ce que vous validez? Alors, c'est amusant, si on reprend votre exemple, presque aujourd'hui, l'original, c'est celui dont les 2 parents ne sont pas séparés. Mais vous validez ou pas ça? Oui, de fait. Puis on voit bien ce qu'on appelait aussi les notions de nuptialité. Il y a la classe qui est née en 46, plus de 90% femmes-hommes confondus étaient mariés. Aujourd'hui, on est 2 tiers. Et on sait que demain, ça sera 50%. C'est-à-dire que la moitié des gens... c'est beaucoup de tiers quand même. 2 tiers de quelle classe? Qui sont nés 72. Qui sont nés... c'est déjà mariés. Beaucoup, je trouve. Mais la classe 72, 2 tiers sont mariés. Mais vous voyez, on était à 90, on est à 65, on va arriver à 50. C'est-à-dire qu'on voit aussi que... Et
les naissances hors mariage. Aujourd'hui, les 2/3 des enfants naissent, premier enfant, naissent hors mariage. Donc, alors qu'avant, un gamin qui naissait hors mariage, c'est une sacrée histoire. Vous voyez, donc il y a quand même des choses qui ont très très fortement évolué dans les comportements, on se marie aussi plus tard, ce qui est logique. On est plus vieux, on vieillit plus longtemps, donc on peut aussi réfléchir un peu plus. Donc il y a tout ça qui joue, donc on voit que certains éléments sont quand même... On peut réfléchir un peu plus, ça veut dire quoi? Que quand on réfléchit, on se marie plus tard? Voilà, enfin, on peut faire des choix. C'est déjà Léon Blum, il y a fort longtemps, au 19e siècle, il disait « Commencez à tester avant de vous marier ». Il disait ça aux femmes, qui était hyper révolutionnaire à l'époque. Bon, voilà. On marque une pause, c'est passionnant, mais c'est vrai que nos mères, et c'est toujours intéressant de parler de nos mères, la mienne est née en 1938, elle s'est mariée la veille de sa majorité. C'était un 31 janvier 1959, à 21 ans, parce que la majorité était à 21 ans. À 25 ans, elle avait ses 2 enfants, et elle vit toujours aujourd'hui, et elle est restée de 1959 jusqu'à 2024 avec son mari. C'est beau. Donc, oui, comme vous dites, c'est magnifique. Je ne sais pas si elle le voit comme ça, mais en tout cas, il est 12h43 tout de suite. Alors Justine est avec nous. Justine, bonjour. qui voulait vous poser une question. Vous êtes maman dans les Ardennes. Justine, vous nous avez appelé effectivement plusieurs fois. Vous avez 2 garçons ou 2 enfants, en tout cas, dont 3. 12 ans, 7 ans, 3 ans. D'abord, je vous félicite parce qu'aujourd'hui, ça devient presque un exploit. Et vous avez peut-être une question à poser à notre camarade sociologue. Serge Guérin. Oui, effectivement. Donc effectivement, j'ai 3 enfants. Le plus grand, donc c'est un petit garçon de 12 ans qui arrive à l'âge de l'adolescence. Et en fait, voilà, c'est vrai que répartir les tâches, ça peut être assez rébarbatif. Et je voudrais savoir comment rendre ça plus ludique, pour que ça vienne plus de lui-même et enlever ce caractère autoritaire de la maman qui demande sans cesse de l'aide. Ma fille de 7 ans, ça lui pose aucun souci de nous aider. Elle le fait volontairement. Mais c'est vrai que mon petit garçon arrive à l'âge bête, on va dire, et je suis pas différente des autres mamans et j'ai pas toujours forcément envie de lui demander de façon autoritaire. J'aimerais bien, rendre ça plus ludique et que ça vienne vraiment de lui-même, quoi. Alors, je vais tenter de Serge répondre. Guérin, qui n'est pas pédiatre, a priori, et pas non plus psychologue. Bon. Alors, déjà, première réalité, l'entrée en adolescence, c'est plus avoir 7 ans. Donc, de toute manière, c'est normal, fille, garçon, il y a un côté un peu, on se rebelle, on se construit aussi contre. Et c'est très bien comme ça aussi, parce qu'on a besoin aussi de se construire. Et d'ailleurs, de ce côté-là, madame, c'est important d'avoir justement quelqu'un contre. Si on dit oui à tout, on se construit pas. Et c'est aussi une des problématiques qu'on peut avoir plus largement. Donc votre job, il est pas le plus agréable, mais en même temps, il est hyper essentiel parce que c'est dans les âges où il faut montrer qu'il y a des limites. Or, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Ça fait partie... vous savez, c'est Albert Camus qui avait cette formule magnifique. Un homme, ça s'empêche. Alors, il y a des choses, ça se fait pas. Alors là, on n'est pas à faire la vaisselle. Quand on dit un homme, ça s'empêche, c'est des choses bien plus rudes. Mais n'empêche que c'est donner des limites, fixer un cadre. Même si c'est désagréable pour vous, il faut le faire. Parce que si vous le faites pas, c'est mal parti. Donc 1, c'est normal. 2, il est ado, donc c'est normal aussi. Et 3, la petite fille de 7 ans, c'est aussi normal. Donc faut pas trop vous inquiéter par rapport à ça. Alors je vous ai pas répondu du coup. Enfin, si je vous dédramatise le truc, mais je vous donne pas de solution. Parce que je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment une. Alors après, il y a des gens qui commencent à dire, on va peut-être payer un peu. On va donner quelque chose comme ça. Non, mais Justine, je suis pas très sympa au sein d'une famille de financer les choses. Donc voilà. Mais ça peut être aussi de dire, de féliciter d'une certaine manière, de valoriser le fait que l'enfant, le jeune, l'ado les fait. Donc il y a une notion de valorisation et de montrer aussi dans les imaginaires. Trouver des images, des films ou autres, où des jeunes garçons de 12, 13, 14 ans le font aussi. Parce qu'on a besoin aussi de voir comment font les autres. Et on suit, c'est des âges où on a besoin d'avoir des références. Et vaut mieux avoir des références de ce type-là que des références d'un super macho un peu salopard, quoi. Donc voilà, donc ça peut être aussi sympa de travailler là-dessus. Justine, ne culpabilisez pas. C'est vous qui détenez l'autorité. Moi, j'ai des leçons à donner à personne, mais votre garçon de 12 ans qui entre dans l'âge bête, moi j'ai l'impression que les garçons, ils rentrent dans l'âge bête et ils n'en sortent plus jamais, si vous me permettez. Il y en a, c'est vrai. On donnera aucun nom. Donc ne culpabilisez pas. Il n'y a pas de discussion, en fait. Il n'y a pas de ludique à avoir pour débarrasser la table. Tu aides, et s'il vous demande pourquoi, vous lui répondez parce que c'est comme ça. Parce que si vous commencez à négocier avec un enfant de 12 ans pour négocier la table, vous lui dites une fois, tout le monde aide un peu, mais le côté ludique, moi je partage pas votre avis. L'autorité, c'est vous. C'est vous. Et il n'y a pas, et s'il n'est pas content, c'est pareil. Et il faut être d'une grande, je vais vous dire, les enfants, ils adorent ça et il faut les
cadré. Je le dis d'autant plus que j'ai assez peu fait ça dans ma famille, parce que mon tempérament ne me pousse pas forcément à être directif. Eh bien, c'est une erreur. Les enfants, il faut être directif. Faut vraiment ne pas les lâcher. Et puis, mais être très juste. Il s'agit pas non plus mais ça, c'est de lui demander de débarrasser la table. Et s'il vous répond, ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vous la chef. Voilà, Justine. Pas négociable à la maison. Ce n'est pas négociable. Mes consultations sont gratuites. Vous leur repassez l'extrait de l'émission. Pascal, vous auriez pu être super nanny en fait. Vous êtes hyper autoritaire. Non, franchement, je suis pas terrible dans la pratique. Mais je sais ce qu'il faut faire et je l'ai vu. Et Super Nanny, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'étais fasciné par Super Nanny. C'est un programme qui était addictif pour moi. C'est très rare à la télé. Parce que tu voyais un gosse qui mettait les pieds au mur, qui faisait un bordel. Elle arrivait, boum, elle recadrait tout et le gosse, il bougeait plus. Et c'est fascinant. Parce que faut être comme ça. Mais bon. Ça s'appelle le fluide de l'autorité. Certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Oui, merci Justine, joyeux Noël. Merci à vous, merci, bonne fête de fin d'année à tous. Joyeux Noël, merci Monsieur Guérin. Merci. Vraiment, merci. Le débrief dans une seconde avec l'excellent Laurent Tessier.